nous entendrons la communication de Mme Mélanie Tremblay qui portera sur la dimension processus de la recherche, voie de développement professionnel. Alors, c'est à vous. Merci beaucoup, Stéphane. Donc, bonjour tout le monde. Je présente au nom de Stéphane Allaire qui est avec moi dans cette présentation. Nous collaborons dans le projet Écran, qui est un projet à plus grande échelle, à l'échelle provinciale, qui a des renouvellements, dans le fond, des cycles sur 3 ans qui sont proposés, où on commençait, lui, il est à Chicoutimi. Moi, je suis du côté de Québec, mais j'ai envie de dire la province de Québec, puisqu'on a un site à Montréal et 2 sites, un à Québec et un du côté de la région de Chaudière-Appalaches. Donc, sans nommer les écoles. Et ce qu'on vous expose un peu, c'est une réflexion parallèle qui a lieu dans un contexte où vous entendez vous-même l'arrivée potentielle de l'Institut national d'excellence, de profondes réflexions sur les données probantes. Et ça nous a amené à collaborer sur nos regards croisés sur notre façon d'accompagner les enseignants et aussi essayer de trouver une façon de pouvoir mieux rendre compte de nos pratiques d'accompagnement dans des recherches collaboratives. Donc, c'est ce que je vous présente aujourd'hui. N'hésitez pas à m'arrêter en cours de route si vous le souhaitez. Donc, la problématique initiale, bien, c'est ce que je viens un peu de vous mentionner. Là. On entend depuis quelques années, ce n'est pas nouveau, là, depuis la fin des années 90, un discours très marqué sur le réinvestissement des connaissances, que nous, on a nommé les CIR. Donc, on a les expressions de société de savoir, de transfert de connaissances. Plus nouveau chez nous, le recours aux fameuses données probantes avec, ce n'est pas tant l'expression de données probantes qui nous cause des soucis que la méthodologie qu'on y accole, j'aurais envie de le mentionner comme ça, parce que en sens commun, du côté des enseignants et conseillers pédagogiques, l'expression données probantes n'a pas le même sens que du côté des chercheurs qui utilisent cette expression-là. Je pense que ça, c'est important aussi de le nommer parce que pour les enseignants et les conseillers pédagogiques, lorsqu'ils nous entendent sursauter à l'expression données probantes, pour eux, ils ne comprennent pas tout à fait pourquoi on est aussi irrité par cette expression-là. Donc, et du côté du Conseil supérieur de l'éducation, on mentionne aussi ce désir important d'offrir une solide formation qui va procurer des compétences qui feront en sorte que les diplômés universitaires seront en mesure de s'adapter à l'évolution des connaissances dans leur domaine d'études. Donc, on entend bien là, en trame de fond, l'idée d'intégrer la formation continue tout au long du cheminement personnel et professionnel. Donc, évidemment, bien, ce qu'il y a sous cela, c'est cette idée d'offrir une formation tant à l'université que dans cette idée de développement professionnel qui va favoriser l'exercice d'un jugement critique sur les connaissances. C'est l'expression qui est utilisée dans le plus récent référentiel de compétences des enseignants. Il a été aussi utilisé dans la version précédente et il est aussi soutenu par le Conseil supérieur de l'éducation. Donc, sous cet élément-là, on en est venu aussi à aller voir du côté de la professionnalisation de l'enseignement. Ici, je n'entre pas dans la définition du concept, mais je vais plutôt tendre vers cette idée de développement professionnel pour mieux rendre compte de l'évolution des manières de penser le développement professionnel. Quand on fait un tour d'horizon des différentes recherches qui ont été réalisées, on reconnaissait dans les années 80 une approche dite plus de séminaires, de sessions de formation où quelqu'un est invité dans une commission scolaire, par exemple, pour une demi-journée, 2 jours, offrir de la formation et il repartait. Donc, comme certains chercheurs le disent, dont Moulac dit, bien, c'est un peu cette idée de l'enseignant considéré comme loup solitaire. Il prend cette information-là, il en fera bien ce qu'il en voudra. Peut-être que ça conduira à des changements de pratique, peut-être que non, mais on est dans cette approche-là dans les années 80-90. Évidemment, on a vu aussi d'autres manières de penser le développement professionnel, donc en termes d'approche par certification, qui étaient initialement initiées davantage par les universités, qui étaient davantage dans une perspective d'offrir des connaissances davantage théoriques. Mais plus récemment, chez nous au Québec, on a aussi des formations qui sont dans une approche certificative, non pas au sens d'un diplôme, mais d'attribution de badge, si on peut le nommer ici, avec le récit MST, par exemple, de maths, sciences et technologies, qui offre des formations sur différents objets et qui offre des badges de niveau d'appropriation, de découverte selon les éléments qui sont étudiés. Puis c'est aussi le cas de Cadre 21, par exemple, qui offre cette idée de reconnaître la recherche de formation. Il
y a d'autres modèles aussi qui existent. Mon idée n'est pas de tous vous les présenter, mais bien de situer où pourraient être les recherches dites participatives et interventionnistes. Donc, dans les approches, on retrouve aussi les approches en cascade. C'est un peu ce qu'on retrouvait lorsqu'il y avait initialement des recherches conduites avec formation auprès des conseillers pédagogiques et les conseillers pédagogiques étaient invités à leur tour à aller donner de la formation aux enseignants. Donc, évidemment, tout relève de la posture de la personne qui a assisté aux premières formations et est-ce qu'on est dans une perspective aussi de produire des connaissances, de diffuser des connaissances ou de plutôt dire j'ai entendu et je redonne. Donc, en étant aussi dans cette réflexion-là qui doit être conduite par rapport à l'évolution des connaissances. On a d'autres approches, donc l'approche par coaching de mentorat, dans les années 90, les approches dites de communauté pratique qui perdurent encore aujourd'hui avec les travaux de Wenger qui sont bien utilisés et toujours d'actualité. Et on a parmi nous beaucoup de chercheurs qui font des recherches dites participatives et interventionnistes de quelque nature que ce soit. Je ne prendrai pas le temps de toutes les décrire, mon idée n'est pas là, mais bien plutôt de penser comment les méthodologies qu'on préconise dans les recherches participatives dites interventionnistes peuvent aider à bien situer le développement professionnel des enseignants et j'aurais envie de dire de repenser le développement professionnel dans des perspectives de métaphores de connaissances. C'est ce qu'on verra tout à l'heure. Donc, je vous présente rapidement un modèle qu'on a trouvé intéressant. C'est Owi Marina et Muka Renera, probablement que je ne les nomme pas comme il faut, qui ont fait une recension des écrits sur le développement professionnel pour nous montrer à quel point ce concept était polysémique, mais pour lesquels on retient deux visions fort importantes qui nous apparaissent être au cœur et qui motivent les recherches interventionnistes. Donc, la vision développementale, il y a un travail de subjectivation des individus qui y participent, autant les chercheurs que les participants, qu'ils soient conseillers pédagogiques ou enseignants. Donc, cette idée de croissance personnelle à travers cette idée de se développer professionnellement à travers les recherches, qui va amener évidemment une transformation des comportements, des sentiments et l'expression au fil du temps m'apparaît très importante. On comprend donc dans cette idée de développement professionnel que ça ne peut se faire en une seule rencontre ou en deux rencontres. Et il y a l'autre vision importante, la vision axée sur la professionnalisation, donc toute cette idée de perfectionnement, de diversité des formes d'apprentissage. Là, mon idée n'est pas de définir chacun des concepts, mais bien de montrer les deux facettes importantes du concept, donc dans sa vision développementale et dans son accès sur la professionnalisation. Donc, il nécessitera une réflexion sur la pratique, une pratique réflexive. Si cette condition-là n'est pas présente, donc même s'il y a de bonnes intentions dans les recherches interventionnistes, il n'y aura pas nécessairement de développement professionnel et d'engagement des participants s'ils ne sont pas dans cette idée de s'engager dans la réflexion sur leur pratique. Ça nous amène donc à revisiter et à essayer de comment pouvons-nous tenir un discours qui permettra de mieux faire comprendre qu'est-ce qu'on fait du côté des recherches collaboratives. Donc, ça nous a amené à bien distinguer deux types de métaphores qui doivent animer tous les participants. Quand on dit animer tous les participants, on entend chercheurs, enseignants, conseillers pédagogiques. Est-ce qu'on est dans cette idée de consommer des connaissances? Donc, à ce moment-là, la posture du chercheur ou de tout animateur, que ce soit un conseiller pédagogique qui soit en intervention auprès d'enseignants, est-ce que c'est l'idée de formuler des connaissances et d'expliquer qu'il y aura applicabilité directe ou on serait plutôt dans cette idée de penser les connaissances en termes de participation à un effort collectif d'investigation et de démocratisation du processus de création de connaissances? Vous devinez à travers nos propos qu'on tend davantage vers la deuxième, mais et ce qu'on a cherché à faire, c'est d'aller relire la littérature pour essayer de voir, mais comment, dans ce contexte bien particulier où on préconise tout ce qui est le travail sur les CIR, de mobiliser des pratiques qui s'appuient sur les connaissances de la recherche, comment on peut trouver une manière de mieux se faire comprendre dans nos manières de faire. Et c'est ce que je vous propose. Donc, le fruit de cette communication-là, c'est bien de comment on pourrait, à partir des recherches collaboratives menées, on vous partage notre réflexion sur les rôles des chercheurs et sur les principes qui peuvent favoriser une démarche d'investigation collective, d'appropriation et de création de connaissances. Pour ce faire, on a
donc puiser. On a cherché des concepts qui existaient déjà, qui étaient présents dans la littérature et essayer de trouver des définitions qui nous parlaient davantage de manière à mieux faire comprendre la démarche dans laquelle on souhaite engager tous les participants de la recherche. Donc, le concept de littératie de recherche, si on prend le terme littératie en lui-même, est davantage utilisé quand on réfère aux travaux en didactique du français, hein, on va beaucoup plus loin que cette habilité à lire et à écrire, mais on en est bien à utiliser la littératie pour bien rendre compte de la pratique et de mieux rendre compte de différentes conceptions, de différents contextes à considérer, de différents cadres à considérer quand on appréhende, quand on s'approprie certaines lectures faites, certains textes. Donc, du côté de la littératie de la recherche, on a Durand qui avait défini la littératie de recherche comme étant ce que quiconque aurait intérêt à savoir à propos de la science. C'est une première définition. Et Jenkins a ajouté, bien, si on considère que il y a cette idée d'apprendre les connaissances, de s'approvisionner des connaissances issues de recherche, mais ça nécessiterait donc de plutôt considérer qu'il y a une implication sur l'appréciation de la nature des connaissances issues de la recherche, des buts, des limites de la science, de même qu'une compréhension de ses idées les plus importantes. Ça nous apparaît très important dans notre posture de chercheur lorsqu'on collabore avec des enseignants et des conseillers pédagogiques, c'est d'être assez honnête pour partager les intentions, les présupposés qui accompagnent les recherches réalisées en didactique des mathématiques. C'est quoi leur but? Quelles sont leurs limites aussi? Et c'est aussi d'engager les enseignants dans cette même posture-là lorsque dans leur démarche de participation aux recherches, ils doivent eux-mêmes s'engager dans l'identification de buts, puis dans la recherche de bien comprendre quels sont leurs présupposés lorsqu'ils s'engagent dans une transformation de pratique. Lorsqu'on va du côté des travaux de Miller, le concept de littératie de recherche se découperait donc en 3 dimensions. La compréhension des normes et des méthodes de science, la maîtrise des concepts scientifiques, puis la compréhension de l'impact de la science et de la technologie sur la société dans son ensemble. On comprend que pour Miller, là, il est vraiment associé au travail d'élaboration de connaissances scientifiques. Nous, on y fait des liens, et notamment pour les travaux qu'on verra tout à l'heure, dans cette idée de penser le processus. La connaissance, non pas comme un donné, mais comme étant un processus dans lequel nos enseignants, à partir de leurs connaissances empiriques, contribuent à l'élaboration de connaissances. Donc, on poursuit avec les travaux qui ont été initiés d'abord par Showalter et puis Stéphane et Thérèse Laferrière ont enrichi le tout en 2011 en reprenant ces 7 dimensions-là pour voir leur potentiel lorsqu'on est dans des recherches collaboratives. Donc, les 7 dimensions sont d'abord de comprendre la nature des connaissances scientifiques, de mettre à contribution des concepts, principes, lois et théories dans ses interactions avec le monde qui l'entoure. Donc, cette idée, c'est d'en venir à ce que même les enseignants et les conseillers pédagogiques soient conscients des concepts théoriques qu'ils mobilisent, qu'ils fassent des choix éclairés. Donc, plutôt que ce soit nous qui disions uniquement comment faire, c'est qu'eux, ils en viennent à faire des choix. On ne préconise pas uniquement une manière de faire, mais à tout le moins un regard éclairé et argumenté. Donc, utiliser des processus scientifiques dans la résolution de problèmes, la prise de décision et l'élaboration de sa compréhension personnelle du monde qui l'entoure. Donc, c'est une autre dimension importante. Interagir avec le monde environnant de façon cohérente en tenant compte des valeurs qui sous-tendent la science. Comprendre les impacts de la science et de la technologie sur les autres sphères de la société. S'inscrire dans une démarche d'apprentissage tout au long de la vie et maîtriser les outils scientifiques et technologiques. On comprend à travers nos propos que ces 7 dimensions-là colorent notre manière d'intervenir auprès des enseignants et conseillers pédagogiques. Pour la présente présentation, dans l'écrit, on présentera 2 exemples différents, donc un exemple issu du site avec lequel Stéphane collabore, mais pour la présente présentation, on se limitera à un seul exemple qui sera issu de la démarche dans laquelle Stéphane, d'ailleurs, agit comme professionnel de recherche. Donc, ce qu'on comprend dans l'idée de littératie de la recherche, il y a, oui, certes, cette idée d'utiliser les savoirs issus de la science, mais on souhaite aussi
développer, donc à travers ce développement professionnel, on vise l'adoption d'un processus scientifique, que nos enseignants considèrent, sans qu'on le dise comme tel, que la posture fasse en sorte qu'ils reconnaissent qu'eux-mêmes, ils font des choix et qu'ils sont dans une posture d'interprétation des connaissances scientifiques. Tout ça dans une perspective, évidemment, d'avoir des pratiques enseignantes diversifiées, documentées, qui s'engagent dans une démarche de développement professionnel. Donc, évidemment, l'adoption du processus scientifique en lui-même, ça, c'est pour l'enseignant, c'est la démarche qu'on propose. Mais du côté des enseignants, des chercheurs et de toute l'équipe de recherche, ça nécessite de prendre en compte 3 éléments importants qui, dans toutes nos collaborations avec les chercheurs, parce que vous êtes dans le cadre de ce projet-ci, ce ne sont pas uniquement des didacticiens. Moi, je suis en mathématiques. Stéphane, de son côté, est davantage axé vers l'utilisation du numérique et dans des approches davantage participationnistes et avec gestion de classe. Et on a aussi Anne-Michèle Delat qui agit du côté du pôle de l'évaluation. Vous comprendrez ultérieurement pourquoi elle s'ajoute à nous. Et on a Thérèse Laferrière qui est du côté de l'intégration des technologies. Tous et chacun, on devra, dans le cours de nos différentes recherches, prendre différents rôles. Nous en reparlerons tout à l'heure, mais chacun d'entre nous a aussi des conceptions épistémologiques et ontologiques sur l'apprentissage qui ne sont pas toujours les mêmes selon nos propres disciplines et ça nécessite de les prendre en compte nous-mêmes pour être assez honnêtes pour le partager aux enseignants. Et dans le cadre de ce processus scientifique-là, ce qui nous intéresse, c'est aussi de percevoir tout le travail d'objectivation, le processus d'objectivation du chercheur autant que celui des participants. Donc, comment ils rendent apparentes certaines propriétés de l'activité en cours et tout le travail de subjectivation. Chacun des participants, autant chercheurs, enseignants, conseillers pédagogiques, apprend à se donner une voix à travers ce projet de recherche de collaboration. Donc, dans le cadre de la recherche, l'idée n'est pas tant de présenter en détail chacun des rôles, mais bien de vous montrer que c'est un travail qui avait été mené avec Mireille Saboya dans une présentation qu'on a réalisée tout récemment, mais qui était au PME-ENA en 2020, dans laquelle, dans une recherche sur le développement de la pensée algébrique, on en était venu à prendre conscience que dans le cadre de nos actions, on agissait avec différents rôles qui peuvent s'apparenter pour certains conseillers pédagogiques aussi dans l'exercice de leurs fonctions. Donc, le rôle de formateur qui, oui, fait en sorte qu'on va proposer des activités de formation comme le fera un conseiller pédagogique, des activités où parfois nos enseignants seront dans une posture d'élève. Ils auront à se familiariser avec les tâches proposées. Donc, animer des formations, partager des exemples vécus en classe alors que nous étions nous-mêmes enseignants. Planifier, préparer les rencontres. Donc, ça, je les réponds en détail. Et on a aussi un rôle d'investigateur des séances de classe. C'est ce qui fait que dans tous les projets de recherche, les séances de classe sont filmées et ces séances-là deviennent de bons, où nous pouvons les analyser et ramener des éléments qui ont été réalisés en classe et que ça devienne un autre moment de réflexion, réfléchir sur ces pratiques. Donc, ça nous amène à observer, étudier les activités d'enseignement-apprentissage telles qu'elles se déroulent dans la classe pour produire des résultats issus des données des enseignants. Ça nous amène aussi par moment, et là, Stéphane l'avait fait lui-même, à investiguer les ressources didactiques, c'est-à-dire analyser les ressources qui sont disponibles auprès des enseignants pour porter un regard didactique sur ce qui est offert aux enseignants puis éclairer à l'aide des connaissances qui sont disponibles du côté de la recherche. Ça nous amène aussi à avoir un rôle d'investigateur de l'activité elle-même qui est conduite dans le cadre de la présente recherche pour nous-mêmes rendre compte, parce que ce n'est pas quelque chose qui est linéaire, il se co-construit tout au long et il nous amène donc à changer souvent l'objectif qui était initialement proposé, le reformuler de manière à s'adapter aux demandes et aux résultats qui sont issus de la pratique des enseignants. On a aussi un rôle d'accompagnateur. Celui-là, je dirais qu'il s'exprime davantage de façon fortuite lorsque les enseignants expérimentent dans la classe ou encore, il peut poser des questions aux conseillers pédagogiques, c'est le cas dans la présente recherche, mais celle-ci nous consulte, peut nous écrire, demander un petit échange pour discuter de ce qui a été expérimenté ou là, ils ont besoin de conseils. Et là, évidemment, c'est notre expertise en didactique qui est davantage sollicitée. Ces différents rôles-là sont
ne s'exprime pas de façon toujours planifiée. Par moment, oui, évidemment, dans notre posture de formateur, c'est selon ce qui aurait été expérimenté d'une rencontre à l'autre, mais on verra que par moment, c'est par le biais des échanges qui nous amènent à prendre une posture par rapport à une autre. Il reste 2 minutes. Pardon? Il reste 2 minutes. Oh là là, OK. Il faudra que j'accélère de façon grand V. Non, Pour l'exemple que je vous propose, la recherche collaborative visait initialement, c'est une demande de fonds d'action concertée où on avait cette idée de questionner les manières d'évaluer à l'aide des technologies en mathématiques. Donc, on part de ça. Donc, vous comprenez que le contexte COVID a facilité un peu la vie parce qu'on a eu une accélération de l'intégration nécessaire des technologies. Mais comme il me reste 2 minutes, je vais couper un petit peu pour m'assurer quand même que je vous parle de l'objectif principal. Donc, du côté du processus, je vous montre un petit peu cette idée de va-et-vient où vous voyez les loupes en bleu, ce sont celles qui ont lieu avec enseignants et conseillers pédagogiques. Celles en verte, ce sont celles qui ont lieu avec la conseillère pédagogique ou celle-ci nous rend compte de ce qui a été expérimenté en classe pour nous aider à bien pointer ce qui sera réalisé d'une rencontre à l'autre. Donc, sur ma minute de grâce, je commencerai avec la rencontre numéro 1 où initialement, le projet est amorcé par Thérèse Laferrière. Ce mandat, donc, de transformer les pratiques évaluatives en intégrant obligatoirement le numérique. C'était quand même une contrainte importante. Et nous, on nous demande de notre expertise du côté des mathématiques et du côté des technologies qu'on connaît. Donc, pour ce qui concerne l'idée de co-situer le problème, lorsqu'on a amorcé le projet, les enseignants, évidemment, n'étaient pas tous dans cette idée d'évaluer avec le numérique parce que pour certains, l'intégration était nulle du côté de l'intégration des technologies. Donc, ce qui est très, très intéressant, et je vais m'appuyer du visuel pour terminer le tout, je vais aller le faire avec celle-ci. Les enseignants nous arrivent d'abord avec cette idée de pouvoir revoir leur manière d'évaluer la compétence 1. À travers leur manière de parler de la compétence 1, on remarque toutefois que de notre côté, c'est plutôt la compétence 2 qui est un petit souci. Celle-ci est plutôt reformulée en termes d'application correcte de concepts et de processus sans qu'on puisse davantage discuter de la nature des raisonnements qui sont mobilisés par les élèves. Donc, ça, c'était notre premier senti. Donc, dès la rencontre 2, on a décidé d'y aller davantage dans une posture de formateur et de discuter de ces éléments-là. L'idée n'est pas d'imposer une manière de voir, mais plutôt de revenir sur les définitions des documents ministériels, sur justement la présentation du travail de Doris Janotte dans sa thèse sur qu'est-ce qu'on considère comme étant un raisonnement sans imposer une manière de faire. Donc, je vais terminer avec mon exemple. Je vais dépasser d'une minute, Stéphane, avec le cas de Mathias qui est vraiment intéressant. À la rencontre 1, on a Mathias, un enseignant qui nous mentionne qu'il va participer aux échanges puisque c'est une recherche collaborative qui lui est un peu imposée. Par contre, il va collaborer aux échanges, mais qui ne souhaite pas vraiment expérimenter sur les nouvelles manières d'évaluer en équipe. Ça lui tente plus ou moins et pas tant non plus avec la technologie. Dès la deuxième rencontre, alors que dans notre posture de formateur, on amène cette idée des modèles de raisonnement, plutôt d'aller vers la compétence 1 qui était leur modèle initial, ils posent beaucoup de questions sur sa manière d'interpréter les différents raisonnements. Dès la fin de la rencontre 2, on mentionne aux enseignants ce désir important d'aller expérimenter. On aimerait qu'ils aillent expérimenter en classe et tous choisissent d'aller expérimenter une situation de type menu maths. Différentes contraintes et il faut être capable d'identifier un minimum d'objets mathématiques qui répondent au plus grand nombre de contraintes. Mathias, contre toute attente, décide que oui, il le fait. Alors, il arrive dès la rencontre 3, il partage son expérience, il nous dit qu'il n'a pas utilisé de grille pour évaluer parce que c'était bien le mandat de la recherche. Il n'a pas utilisé ça, mais il a plutôt été surpris de constater l'engagement des élèves. Lors du retour en grand groupe, ce qu'il ne faisait que très peu auparavant, il s'est servi de ce retour en grand groupe-là pour comparer les stratégies. Donc, à la fin de cette rencontre 3-là, on est donc davantage tourné vers une posture d'évaluation au service de l'apprentissage, une évaluation qui conduira à offrir la rétroaction et à justement enrichir les apprentissages des élèves. On leur demande donc de développer des grilles qui favorisera cette prise en compte de l'élève en action, en travail en équipe, plutôt que d'y aller vers les traces qui sont laissées à l'écrit.
Lors de la 4e rencontre, tous les enseignants ont expérimenté. Nous avons déjà eu tous leurs vidéos pour être capables d'analyser tous les vidéos de ce qui s'est passé en classe auparavant. Donc, on a déjà une bonne idée de différents leviers théoriques qui pourraient être intéressants. Et je vais terminer là-dessus. Mathias nous arrive en nous partageant non pas une, mais 2 nouvelles expérimentations qu'il a faites, ce qui est assez hallucinant. Et il nous dit que alors que le débat initial de la rencontre 1 était de bien de distinguer la compétence 1 et la compétence 2, il en vient à dire « J'ai une question à soumettre à l'ensemble du groupe. Compte tenu de ce qu'on sait maintenant sur les raisonnements mathématiques, je crois qu'une première fois qu'une situation de type menu-maths est proposée, ça devrait être une situation qui vise davantage une compétence 1, parce que ce qu'on vise, c'est s'approprier une nouvelle situation et l'élève doit trouver des stratégies pour être capable de trouver les objets mathématiques en jeu. Par contre, je remarque comme enseignant qu'après, lorsque j'en refais une 2e ou une 3e, ce n'est plus du tout une compétence 1, même si du côté ministériel, dans les exemples, les répertoires qui ont été proposés, on les classe comme étant des compétences 1. Pour moi, ça n'en est plus parce que je peux davantage prévoir les stratégies, les élèves aussi, mais ce qui est encore plus intéressant, c'est que je peux davantage pousser sur l'expression des raisonnements mathématiques et engager mes élèves dans la rigueur qui tendra vers des types de justification mathématiques qui visent à convaincre les autres. Et il amène cette discussion-là à l'ensemble du groupe. Nous en sommes qu'à la rencontre 4, où on a des changements de posture. Et ce qui est très intéressant, puis je vais conclure là-dessus, c'est qu'à travers cette idée de littératie de recherche et que nos enseignants, dans une posture de développement professionnel, on change le positionnement de la démarche. Nos enseignants sont des initiateurs d'idées qui sont amenées et ils nous relancent comme chercheurs pour, oui, aller valider, mais ils nous amènent aussi des écrits différenciés qui proviennent de d'autres cadres théoriques, ce qu'on voyait très peu auparavant, mais ils sont dans cette posture-là. Donc, pour nous, on considère que les enseignants contribuent donc au développement des connaissances au même titre que nous. Et cette dynamique collective d'amélioration des idées est nourrie évidemment par les différents rôles des chercheurs que l'on peut prendre, d'où de re-questionner cette idée des connaissances théoriques qui pourraient être amenées uniquement en termes de produits et non de processus. Donc, je m'arrête ici. Parfait. Merci beaucoup, Mélanie.